Si je vous dis ostéopathie, ça vous parle? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu. Ouais, qui ne connaît pas l'ostéopathie? Mais peut-être celles et ceux qui sont avec nous. Et moi, le premier, voilà pourquoi j'ai invité Emma Florentini. Bonjour Emma. Bonjour Pascal. Merci d'être là tout sourire. Vous êtes ostéopathe animalier certifié, ça veut dire que vous êtes diplômé. C'est quoi? C'est un cursus de 5 ans? Ça se passe comment? Alors, l'ostéopathie animale, c'est avant tout, en France en tout cas, c'est un terme qui est quand même légal parce que depuis 2011, c'est reconnu comme un acte vétérinaire. Et depuis 2017, en fait, on peut passer un examen devant l'ordre des vétérinaires qui permet d'avoir une dérogation pour pratiquer ces actes en toute légalité. Ça veut dire que vous êtes inscrit, je parle sous le contrôle de Jean-Jacques Dens, le vétérinaire, au registre des nations d'aptitude du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, c'est ça? Au registre national d'aptitude de l'ordre des vétérinaires, effectivement, ouais. C'est ça. Donc vous travaillez, vous, les vétos, régulièrement avec des ostéopathes? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est tout un domaine dans lequel, effectivement, l'allopathie classique est parfois impuissante sur tout ce qui est ligamentaire, mais pas que d'ailleurs, hein, sur ce qui est organique aussi. Donc on a des résultats qui sont très très intéressants. Oui. Parce que l'animal est au cœur de votre métier. C'est ça, tout à fait. Oui, je me déplace donc chez les gens pour consulter les chiens, les chats, les chevaux et plus rarement les bovins, mais voilà, principalement les animaux de compagnie plutôt classiques. Concrètement, l'ostéopathie, c'est quoi et ça sert à quoi? Alors, l'ostéopathie, c'est une médecine qu'on dit douce dans le sens où c'est une médecine qui est non invasive, qui n'est pas censée l'être, qui se base sur la thérapie manuelle. Donc, et ça vient traiter en fait tout ce qui va être troubles fonctionnels dans le sens, j'entends, non pathologique, principalement sur le système musculaire et articulaire notamment. Donc, c'est avant tout une thérapie de confort et de bien-être. Et parfois, on peut effectivement intervenir donc pour des chiens, en l'occurrence, je parle des chiens, mais pour des animaux qui montrent des gènes locomotrices et tout autre problème, et les accompagner avec leur propriétaire, bien évidemment. Alors, j'ai compris, vous avez dit thérapie manuelle. C'est ça. Depuis tout à l'heure, vous regardez ma chienne qui est là, qui n'a pas l'air particulièrement stressée. Effectivement. J'ai pas le sentiment d'avoir besoin, peut-être que je me trompe, d'appeler justement ou de faire appel à une ostéopathe. Thérapie manuelle, donc démonstration manuelle. On peut. Pas de souci. On peut. Effectivement. On peut essayer. Ouais, Jean-Jacques, il y a des signes avant-coureurs pour faire appel à un ostéopathe. Allez-y, Emma, allez-y. En fait, il y a déjà d'abord un diagnostic à poser sur un problème orthopédique, par exemple, ou autre d'ailleurs. Et derrière ce diagnostic, il y a des moments où l'allopathie va pouvoir réparer une patte en posant une plaque sur une fracture ou quoi que ce soit. Mais parfois, on se retrouve effectivement assez dépourvu parce qu'à part des traitements médicaux type anti-inflammatoires qui vont soulager temporairement à l'animal, on voit bien qu'il y a quand même une gêne qui persiste et l'ostéopathie apporte beaucoup de choses. Petite anecdote pour ma part, mon premier contact avec une ostéopathe, ça a été il y a très très longtemps, au début de la Starac, c'est pour dire, puisque la maîtresse de ce brave chat qui était ostéopathe pour humains, dans la fameuse ville où se passe la Star Academy, est venue remettre en fait une luxation, le château de Damary-Lélis, une luxation vertébrale sur un chat sous anesthésie par ostéopathie. Alors nous, le chat était foutu parce qu'il était paralysé, fatalement, et ça a claqué un grand coup quand on parle de non-invasif. C'était très invasif, mais le chat s'en est sorti et le chat a remarché. Et le chat a retrouvé juste une partie effectivement de sa continence, mais ça ne l'a pas empêché de vivre 17 ans derrière. Ouais. Donc clairement, effectivement, mon premier contact ostéopathique n'était pas du tout pas invasif. Mais on était content qu'elle puisse le faire parce que nous, on était complètement incapables de le faire. Bon, ça veut dire que vous pouvez finalement intervenir aussi bien en curatif qu'en préventif finalement. C'est ça. Après, voilà, ce qu'on appelle curatif, ça va être tout ce qui va être, pour compléter les dires de M. Dens, ce qui va être Jean-Jacques. De Jean-Jacques. Il en impose comme ça, mais il est gentil. Ce qui va être en l'occurrence tout ce qui va être gestion de la douleur, beaucoup. Donc modulation et gestion de la douleur. Effectivement, quand il y a un motif particulier, moi je consulte rarement avant qu'il y ait eu un diagnostic vétérinaire parce que bien qu'on soit assez bien informé, moi je n'ai que mes mains pour déceler les problématiques et il faut quand même s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles pathologiques en dessous. Et donc une fois que ça a été fait, dans le cadre évidemment par exemple d'une boiterie ou d'une douleur persistante, eh bien, on peut venir, donc par exemple, ce que j'aime bien montrer aux différents propriétaires de chiens, c'est donc déjà apprendre à palper son chien. Ça c'est quand même quelque chose
qu'on nous enseigne pas forcément quand on est propriétaire, mais c'est des choses qu'on peut en fait faire, c'est-à-dire on va venir passer donc ses mains tout le long du corps et on peut venir évaluer notamment s'il y a des zones de chaud, des zones de froid, des zones de tension, et ça, tout le monde peut le faire en fait, chaque propriétaire peut le faire. Donc voilà, on peut passer les mains le long de la colonne vertébrale, voir s'il n'y a pas de réaction. En l'occurrence, Romy a l'air en bonne forme et pas particulièrement gênée. Ouais. Ce qu'on peut aussi regarder donc, plus en détail, donc, ce qu'on peut faire vraiment, c'est mobiliser tranquillement, voir si le chien ne montre pas de signes de douleur. Donc, c'est important de savoir de se concentrer sur ce qu'on sent dans nos mains, mais il faut aussi savoir observer les signes comportementaux de la douleur qui peuvent être quand même très légers parce que les animaux ne parlent pas, hein, donc il faut quand même être attentif à ça. Il y a ma choupette. Allez-y calmement, hein, parce qu'elle a l'air très très énervée. Là. Oui, je vois ça. Hein. Donc ce qu'on peut faire, voilà, c'est venir passer les mains donc, le long du dos. On peut également palper tout ce qui est organes. Donc voilà, s'assurer qu'on a une masse abdominale qui est souple et indolore, ce qui a l'air d'être le cas. Et puis voilà, essayer vraiment d'évaluer s'il y a une différence au niveau des volumes musculaires. Là, typiquement, on voit que Romy, elle est un petit peu moins musclée au niveau du quadriceps droit, donc c'est pas forcément dramatique, mais ça peut être intéressant de le notifier, de dire « Ah bon, bah attention, peut-être les prochaines années, avec le vieillissement, à ce qu'elle n'ait pas voilà, une petite perte de mobilité sur ce membre-là. Voilà, les genoux, les articulations, il n'y a pas de masse particulière, c'est pas chaud. Donc voilà, ça peut être des choses que les propriétaires peuvent faire. Ça, on peut tous faire ça sans être ostéopathe. On peut tous faire ça, et j'invite vraiment les gens d'ailleurs à le faire parce que l'intérêt, c'est pas de pouvoir déceler un problème, c'est de connaître le corps de son chien pour que lorsqu'il y a un changement, eh bien, en fait, la prise en charge puisse se faire beaucoup plus rapidement, que ce soit par le vétérinaire ou par l'ostéopathe. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important de montrer parce que, évidemment, le bien-être des animaux passe aussi par l'éducation de leurs propriétaires et ça me paraît évident. Forcément. Donc voilà, à ce niveau-là. Après, il y a d'autres choses qu'on peut faire un petit peu... Bon. Si elle veut bien, mais elle va vouloir si je viens. Mais il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut faire, je vais peut-être vous demander un petit peu d'aide, oui. C'est on peut regarder comment le chien s'assoit. Alors, tous les chiens savent s'asseoir, mais est-ce que tous les chiens savent s'asseoir correctement? Un des signes d'appel, notamment, ou pour lequel on peut être appelé à intervenir en ostéopathie, c'est, par exemple, mon chien n'arrive pas à s'asseoir droit. Il s'assoit toujours sur une fesse, et donc soit toujours la même, soit ça change. Et ça peut être en fait le signe de petites douleurs, d'effectivement de tension, ou en tout cas d'une perte de fonctionnalité, alors que ça soit au niveau musculaire, articulaire, parfois une petite douleur ligamentaire, ou parfois même au niveau neurologique. Et donc ça, effectivement, on peut regarder et savoir, donc, est-ce que le chien arrive bien à s'asseoir droit, à maintenir une position droite, et idem pour le coucher. Est-ce que les chiens arrivent bien à se coucher, on dit en sphinx, c'est-à-dire avec vraiment les pattes, les 4 pattes entre guillemets parallèles qui forment un beau carré. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment regarder. Donc, on peut regarder Romy, en l'occurrence, elle s'assoit plutôt correctement. Est-ce qu'on peut lui demander de se coucher éventuellement? Avec une croquette, on peut tout demander. La croquette, je l'ai dans la poche, mais je vais la garder pour tout à l'heure. Allez, couchez, voilà. Mais là, elle pense qu'il y en a une. Oui, donc là, typiquement, voilà, elle s'est un peu affalée, mais en tout cas... Comme 95% des chiens. Oui, bien sûr, mais en tout cas, quand on leur demande, ils doivent être capables, en fait, de véritablement s'asseoir et s'allonger droit. Après, au cours d'une séance, donc ça, je vais inviter pas forcément les propriétaires à le faire. Il y a ma paix. Là, tu te dis... Elle est fatiguée, là, hein. Ce qu'on va faire au cours d'une séance, donc, notamment, c'est regarder la mobilité articulaire. C'est un peu le cœur du métier. Donc, typiquement, là, je suis en train de faire un test de l'épaule. Donc, j'ai ma main d'écoute qui est ici. Et avec l'autre main, je mobilise en extension, en flexion. Donc là, elle me laisse bien faire les deux. Il n'y a pas de bruit articulaire, c'est-à-dire que l'articulation ne fait pas crunch-crunch quand je la mobilise. On peut chercher aussi à évaluer l'ouverture vers l'extérieur, donc la rotation externe, et la rotation interne. Voilà, et on peut un petit peu évaluer tout ça. Tout va bien. Et ça, on va le faire un petit peu sur toutes les articulations, ou en tout cas toutes les zones où à la palpation, on s'est dit « Ah, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. » Donc voilà. Et après, le traitement sera en fonction. Jean-Jacques, le point de vue du veto, là?
sur ce qu'on vient de vivre? Ça ressemble beaucoup à des examens orthopédiques que nous on fait quand on constate une boiterie en cadre pathologique. Hein. Ouais. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que dans ce cadre pathologique, soit on identifie assez formellement sur une radiographie, de l'arthrose ou quoi que ce soit, où on va être plutôt sur des traitements traditionnels. Dès qu'on est dans un entre-deux, facilement on va recommander justement un diagnostic ostéopathique complémentaire pour permettre à l'animal de libérer des points de pression, des choses comme ça, quoi. Parfait, parfait. Voilà. On va continuer de parler un petit peu d'ostéopathie avec vous, parce que là, c'était sur un chien, donc ça, c'est un peu plus classique. Vous faites ça aussi sur des chevaux, sur d'autres animaux. Ça doit être beaucoup plus spectaculaire. Eh bien, étonnamment, parfois, c'est moins fatigant, parce qu'un chien qui ne veut pas se laisser manipuler, c'est... C'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll. Vous êtes cavalière depuis votre plus jeune âge, donc les chevaux, vous connaissez. C'est ça, exactement. Et puis sur les chevaux, bon, on retrouve aussi ça sur les chiens, mais sur les chevaux, il y a aussi toute une dimension d'accompagnement sportif, où en fait, on va vraiment aussi avoir le point de vue du cavalier qui va pouvoir pas seulement nous dire « Ah, bah, il me semble un petit peu gêné là », ou vraiment sur l'aspect technique en fait, du sport, on va pouvoir vraiment avoir un diagnostic, entre guillemets, je dis le mot diagnostic, mais c'est voilà, une vision un petit peu globale sur bon, pourquoi tel exercice pose souci, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, est-ce qu'il y a de la douleur, est-ce qu'il y a de la gêne, est-ce que c'est voilà, de l'évitement de douleur parce qu'il y en a eu une avant, voilà, il y a plein de choses comme ça à observer, et évidemment travailler avec les différents cœurs de métier, donc vétérinaire, et puis maréchaux-ferrants et dentistes équins notamment pour les chevaux. C'est évidemment nécessaire aussi. Mais parfait, voilà. En complément des traitements vétérinaires, ça on valide, Jean-Jacques. Et puis on n'a pas parlé d'une petite espèce sympathique aussi en ostéopathie, c'est les chats. Sympathique. C'est plus compliqué les chats. C'est pour ça qu'on n'a pas mené de chat. Moi, je trouve que c'est assez surprenant parce que en fait, les retours d'ostéopathie qu'on a sur les chats, c'est que souvent ça se passe beaucoup mieux qu'on ne le pense, même si de temps à autre c'est quand même rock'n'roll. Mais enfin, moi en tant que véto, j'en vois pas un tigre du Bengale en ostéopathie, hein, très clairement. On en voit quand même des chats qui ont une vraie tolérance. Et quand on parlait de réponse aux signaux, autant chez le chien ça peut être discret, chez le chat ça peut être carrément absent. Hein. Très compliqué de faire un diagnostic.